Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. Aujourd'hui, on a décidé de rompre un peu avec les habitudes et de vous proposer une vidéo de stratégie sur un autre jeu, Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Il s'agit d'un jeu dans l'univers de Lovecraft où 1 à 4 investigateurs vont être plongés dans un scénario mystérieux, enquêter, affronter des monstres et protéger le monde contre des horreurs cosmiques. Les vidéos pour apprendre les bases ne manquent pas, Ludochrone en propose même une en seulement 8 minutes et 24 secondes. Je vous mets donc ça dans la description de la vidéo et je vais directement à la phase 2, comment bien jouer. Il y a 3 grandes étapes à ça. Comment jauger la qualité des cartes pour construire un bon deck de manière générale, comment construire un deck d'investigateurs en particulier et comment jouer un scénario particulier. Aujourd'hui, nous parlerons d'identifier les meilleures cartes. Si ça vous intéresse, on continuera avec des focus sur des investigateurs et éventuellement ensuite sur des scénarios. Quels sont les grands critères qui permettent d'identifier une bonne carte? Petit 1, éviter les tests de compétences. Faire un test, c'est prendre le risque d'échouer, de dépenser une action dans le vide, mais aussi de révéler un symbole aux effets négatifs qui vous mettent dans la panade. Des cartes comme insaisissable, attirer vers la flamme, explosion de dynamite ou suivre son intuition permettent d'obtenir de très bons effets sans prendre le risque d'un test. Petit 2, gagner du temps. Plus le temps passe, plus on met de marqueurs fatalité sur l'intrigue, plus on révèle de cartes rencontres, plus le scénario devient dur et généralement plus on risque de perdre. Le temps est la monnaie principale dans Horror Arkham. On a 3 actions par tour qu'on peut convertir en argent, en carte en main ou en intervention utile comme enquêter ou attaquer. A chaque tour on a 3 actions, 1 de thune et une carte, mais tout ne coûte pas d'argent ou de cartes, alors que pratiquement tout coûte des actions. Tout ce qui peut permettre de dépenser moins d'actions pour obtenir un certain résultat est bon à prendre. Pour gagner du temps, on a 3 modes principaux. Les cartes avec le mot-clé rapide, comme insaisissable, suivre son instinct, raccourci ou garder la tête froide, permettent de faire quelque chose de très utile sans dépenser d'action. Il faut parfois plusieurs essais avant de parvenir à découvrir un indice ou à s'enfuir. Avec insaisissable ou suivre son instinct, c'est directement réussi. À la place, on paye de l'argent et une carte, donc on peut pas faire ça tout le temps, mais quand on peut, c'est génial. Certaines cartes vous donnent littéralement des actions. Je pense typiquement à Léo de Lucas ou Éclaireur qui sont parmi les meilleures cartes de leur couleur. Enfin, certaines cartes vont permettre d'améliorer l'impact d'une action en cours. Par exemple, Machette et Coup Vicieux, qui permettent d'infliger plus de dégâts en une seule attaque, Preuve qui fait gagner un indice après avoir tué un monstre, ou Déduction qui fait gagner plus d'indices en une seule enquête. Petit 3, compenser la malchance. Plus vous allez monter en difficulté, plus vous aurez de chances de rater des tests. Certaines cartes vous permettent de compenser cet échec pour ne pas avoir vraiment tout perdu. Les bougies rituelles, paris truqués ou chanceux, vous permettent de gagner un dernier boost après avoir révélé le résultat du test pour essayer de quand même le gagner. A l'inverse, regardez ce que j'ai trouvé et pattes de lapin permettent de recevoir une compensation après un test raté. Plus vous jouez en haute difficulté, plus ces cartes montreront leur utilité. Enfin, des cartes comme Alisagram ou Statue grotesque vous permettent de retirer un jeton carreau ou une carte rencontre si le premier résultat était trop mauvais. Statue grotesque est souvent jouée avec Récup dans le gym pour abuser de sa capacité folle à contrôler la chance. Petit 4, les bonus de compétences permanents. Suivant votre classe et le scénario, vous savez que vous aurez certains jets à faire très souvent, par exemple combattre ou enquêter. Si vous pouvez avoir des bonus permanents aux caractéristiques associées, ça vous évite de devoir dépenser plein de compétences à chaque test en espérant de réussir. Des cartes comme Peter Sylvestre, Loup, Saint-Rosaire, Flic en patrouille ou Monte en l'air peuvent vous permettre d'assurer sur le long terme des statistiques importantes, donc d'avoir plus de chances de réussir vos tests tout au long de la partie. Petit 5, compensez vos faiblesses. Tous les investigateurs ont des cartes faiblesses et des failles dans leur capacité. Un chercheur est souvent très bon pour enquêter, mais assez mauvais pour combattre. Un gardien, c'est l'inverse. Un survivant comme Ashcan Pit va être bon pour tous les petits tests et pour le début de campagne. Par contre, sur les gros tests qu'on trouve notamment souvent en fin de campagne, ça devient très dur. Un truand, c'est l'inverse. Dès le premier tour, sans rien faire, Ashcan Pit est bon pour tout. Des Ewokers enquêtent bien ou Roland Banks frappe bien. Agnès ou Jenny, c'est l'inverse, il leur faut du temps pour s'équiper. Si vous voulez jouer à plusieurs, vous avez la possibilité d'équilibrer via vos choix de personnages. En solo, si vous voulez, ou même si vous voulez juste être indépendant, il va falloir être en mesure de compenser vos faiblesses. Des cartes comme Flétrissement, J'ai un plan ou Attaque par derrière vont permettre de réaliser un test d'une caractéristique avec laquelle on est faible grâce à une autre caractéristique avec laquelle on est fort. J'ai un plan permet de combattre via son intellect par exemple. En cumulant ce genre de cartes, on peut rapidement abattre les plus gros boss avec des personnages habituellement faibles en combat. Petit 6, atteindre des compétences élevées.
Quand on augmente la difficulté, les malus sont eux aussi de plus en plus gros. Si on veut assurer les tests et éviter de perdre du temps, il faudra atteindre des compétences très hautes par sécurité. Des cartes comme hache d'incendie, études supérieures ou débrouillard sont considérées parmi les meilleures cartes du jeu pour leur capacité à aisément atteindre 6, 8 voire 10 pour un jet de compétences. Donc tout ça c'était pour les critères les plus importants. Pour la rouge, je vous en donne quelques autres qui sont moins importants mais qui sont toujours sympas à prendre en compte. Cran, dextérité, maîtrise et perception donnent un boost correct et s'auto-remplacent directement. Pour cette raison, on voit souvent 2 exemplaires de chaque ou au moins 3 des 4 dans les decks. Au cours d'un scénario, vous allez forcément prendre des pas à un moment. Les soutiens avec une valeur en santé ou en santé mentale sont très bons pour vous aider à y survivre ou à activer des capacités liées aux dégâts, comme par exemple celle d'Agnès. Enfin, certaines cartes ne sont pas bonnes seules, mais dans la bonne configuration, elles le deviennent. Je pense notamment à Récup, Qui tout double, David Renfield ou Cacher son jeu. Ce sont des cartes qui brillent quand on construit son deck autour. Bon, c'est fini pour ce top. Maintenant, parmi tout ça, quelles sont les cartes vraiment meilleures ? Plus une carte rentre dans plusieurs de ces catégories, si possible les premières que j'ai citées, par exemple insaisissable, chanceux, attiré vers la flamme ou suivre son intuition, plus elles sont bonnes. En l'occurrence, les 4 que je vous ai cités sont souvent considérés comme parmi les 4 meilleurs du jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. En fonction, on verra si on continue ce genre de vidéos sur des jeux hors Magic. En attendant, portez-vous bien et à bientôt!